à mon grand-père maternel, qui aimait profondément son travail au charbonnage, à tous les Italiens venus en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement à mes grands-parents paternels, à mes enfants, qui adorent écouter des histoires. Le bruit, la poussière, l'obscurité, c'est ma vie. Au début, je ne m'attendais pas à ça. Un jour, après avoir passé plusieurs mois à tirer de lourdes charges sur le carreau de mine où se trouvent les installations techniques de surface, un homme m'a bandé les yeux. Je n'ai pas tout de suite compris. J'étais dans le noir, je n'avais plus de repères. Lorsque j'ai réalisé que j'étais au fond de la mine, je n'avais plus le choix. Je devais m'adapter à mon nouveau travail. Il m'a fallu plus de 2 semaines pour comprendre ce qu'ils attendaient de moi. Je suis plutôt petit et trapu, de race ardennaise. J'apprends vite, d'après ce que j'entends, une bête docile qu'ils disent. C'est tout ce dont ils ont besoin. Le rendement avant tout. Tirer le plus de charges possible au plus vite. Il ne faut pas croire toutes les légendes racontées au sujet des chevaux dans les mines. Je ne suis pas aveugle et je remonte toujours régulièrement. Je connais maintenant mon itinéraire par cœur, car je n'ai pas besoin de mes yeux pour trouver mon chemin. Une panne de courant s'est déclarée il y a quelques semaines dans l'artère principale. J'ai conduit le mineur jusqu'à la cage en évitant les dangers. Quelle ironie! Il se fait appeler le conducteur ou le meneur, comme si j'en avais besoin. Un noir opaque avait subitement envahi toute la galerie. Cette panne d'électricité n'a pas fait plaisir à Walter, l'électricien. Il a travaillé dur une bonne partie de la nuit pour remettre tout le système en état. Il passe souvent me voir à l'écurie avant de rentrer chez lui. Une caresse, une miche de pain, juste pour s'assurer que je vais bien. François, le palefrenier, nettoie les boxes et nourrit la cavalerie. Nous sommes une trentaine à tirer les wagonnets, nous, les mineurs à sabots. J'entends les pas lourds d'Alphonse. La journée commence. Il est de nouveau de très mauvaise humeur ce matin. J'hésite. Je recule. « Oh, une fainéante à tièce de bourrique !» éructe-t-il en me sortant du box. Avec l'aide de François, Alphonse place le harnais d'attelage. Je suis également équipé d'une barrette qui protège ma tête et ma nuque. Je tracte 10 berlines pleines de 500 kilos de charbon et 14 vides. Pour rigoler, mon conducteur essaie parfois d'ajouter une benne, mais je refuse catégoriquement d'avancer. Walter adore raconter cette histoire aux nouvelles recrues. Ah! Apostrophe, c'est un cheval intelligent. Il compte les clics des wagons et il faut pas essayer d'en ajouter un. Allez, purade! Hurle Alphonse après avoir accroché en convoi les 10 wagonnets. Arrivé devant la cage, c'est l'encageur qui prend le relais pour les remonter au jour. « Ce n'est pas un cheval, celui-là, c'est un bonnet !» s'écrie Alphonse en m'assonnant un coup discret mais cinglant sur la croupe. Je proteste mollement. Le plus bête n'est pas toujours celui qu'on croit, rétorque Walter en passant, un gros sac d'outils à la main et son casque de sécurité vissé sur la tête. Alphonse bougonne, mais il n'ose pas enchérir. Walter est le chef électricien. Alphonse peste, crache et m'insulte copieusement. Impassible, je continue mes allers-retours alors qu'il est de plus en plus nerveux. Enfin, c'est la pause repas. Les gueules noires mangent leurs briquets. Dans les musettes, les femmes ont préparé quelques tartines de saindoux et un boutelot de café. Des miches de pain supplémentaires y ont été glissées pour qu'elles s'imprègnent de la saveur particulière de la mine. Les pères de famille les distribueront à leurs enfants une fois rentrés au bercail.
En reprenant le travail, Alphonse continue à mastiquer. Perturbé, je trébuche. De rage, il pique violemment mon flanc avec le crochet de sa lampe. Alarmé par mes hennissements, Walter surgit dans la galerie. « Mais tu n'as pas honte de traiter cet animal de la sorte ? Ce compagnon de labeur mérite le respect comme chaque mineur. »« Tu ne t'en tireras pas comme ça !» s'emporte le chef électricien. Il m'entraîne vers mon box. François appelle le vétérinaire qui ordonne que je sois remonté au jour immédiatement pour être soigné. Mes yeux sont bandés pour que je ne sois pas ébloui. La blessure est profonde. Je passe quelques jours à l'écurie. Je m'adapte à la luminosité. Le vétérinaire est vigilant à ce que la plaie ne s'infecte pas. Il s'inquiète de ma santé et je l'entends confier à François. Un cheval blessé qui ne guérit pas vite n'est plus assez rentable. Il pourrait être conduit à l'abattoir si sa situation ne s'améliore pas rapidement. Walter me rend visite pour s'assurer que je me porte mieux. Il est en colère contre Alphonse. Tout cela est de sa faute après tout. Ma santé de fer et les bons soins prodigués par le vétérinaire permettent une guérison suffisante pour pouvoir reprendre le travail au bout d'1 semaine. Ce repos forcé m'a paru interminable. Je redescends dans les entrailles de la terre, comme je suis monté avec la cage et le fidèle palefrenier François. J'ai entendu d'horribles histoires sur des chevaux qui étaient descendus au filet, à la verticale sous une cage, les 4 pattes attachées et les yeux bandés. Ces pauvres bêtes devaient être pétrifiées en sentant le sol se dérober sous eux. Heureusement, la taille des cages a augmenté et nous pouvons descendre comme les autres mineurs, debout sur nos 4 pattes. Je retrouve l'odeur tenace de l'humidité, la chaleur est écrasante, la température atteint facilement 30 degrés en cette période, certainement plus en été. Les bruits assourdissants des ventilateurs, des marteaux-piqueurs, des berlines qui circulent sont omniprésents. Les hommes doivent crier pour s'entendre. François me rassure, me brosse, cure mes sabots. Je suis à la fois heureux et anxieux de retourner au travail. Je n'ai plus vu Alphonse depuis l'incident et je ne sais pas à quoi m'en tenir. J'entends quelqu'un fredonner devant mon box. Nous échangeons un regard et il me gratifie d'un sourire complice. Je ne suis pas à l'aise. Je recule. François s'avance pour fixer mon harnais. « Oh, sois gentil, calme, c'est Toré, il va s'occuper de toi. » Et Toré est bizarre. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Mais comme je connais bien le travail et les ordres, je tire les berlines pleines, puis les vide. Pendant la pause, Toré fredonne une chanson que je n'avais jamais entendue, dans une langue qui roule les airs. J'ai l'impression qu'un rayon de soleil s'insinue à travers les veines de charbon. Cela me rappelle les douces soirées d'été lorsque je courais dans les prés. Je me détends. J'apprécie la gentillesse de mon nouveau compagnon. Walter m'apporte une miche de pain alors qu'Etoré me ramène au box. « C'est toi le nouveau ? Hector ? C'est ça ? Prends bien soin d'apostrophe, car je te surveille. » Toré essaie de lui préciser la prononciation de son prénom, mais Walter tourne les talons sans même s'être présenté. Toré range le matériel en silence, mais je vois bien qu'il est perturbé. Le sol est particulièrement glissant ce matin et il fait humide. Toré arrive trempé. « Il pleut depuis cette nuit, me précise-t-il. Il y a de la boue partout. Ça va être une dure journée. » Je dérape plusieurs fois sur les rails. Au démarrage, j'ai l'impression que je m'enfonce dans le sol tellement il est meuble. Toré s'emporte contre un raccommodeur qui a laissé traîner du bois et qui me fait trébucher.
Walter, qui n'est pas loin, approuve le mécontentement de mon meneur et demande au chef Porion de veiller à ce que les rails soient bien dégagés. Je suis fourbu. J'ai mal au sabot et j'ai besoin de repos. Lorsque je retourne dans mon box, le plancher qui m'isole de l'humidité cède sous mon poids. François n'a pas le matériel pour le réparer. Je piétine ce terrain trempé toute la nuit. « Comment vas-tu ce matin, Apo ?» me demande Ettore. Il préfère ce surnom. Il remarque tout de suite que je boite et demande au chef Porion de me remplacer par un autre cheval. Celui-ci refuse, prétextant qu'aucune monture n'est disponible et que le vétérinaire est absent. La journée est longue et mes sabots me font terriblement souffrir. Mais je continue mon travail, docilement. François a réparé mon plancher et je retourne dans un box plus confortable. Les douleurs aux sabots ne me quittent plus. Je boite tellement quand Ettore me sort du box qu'il me fait faire demi-tour immédiatement. Il revient accompagné de Walter et lui explique que le chef Porion n'a pas autorisé hier que je sois mis au repos. Le chef électricien fulmine et appelle le vétérinaire. Il diagnostique des sèmes, sorte de crevasses dans les sabots. L'humidité des derniers jours, les obstacles sur les rails et les glissades les ont détériorés. J'ai droit à 2 jours de repos au jour et un soin de graissage matin et soir. Ettore est content de me retrouver, et moi aussi. Il est particulièrement attentif dans sa conduite à éviter les obstacles. Il est volubile ce matin. Il me raconte autant avec ses mains qu'avec ses mots remplis de soleil sa vie d'avant. Il vient du sud, de Sicile. Toute sa famille vit de l'agriculture. La guerre a durement frappé le pays après 20 ans de fascisme. La situation économique est désastreuse et la production agricole baisse drastiquement. Lorsqu'il reçoit un tract de recrutement. Soyez fiers d'être mineur. C'est une aubaine pour lui. Il a moins de 35 ans, a une santé de fer et a l'habitude du dur labeur. Sa jeune épouse le supplie de ne pas partir, mais il lui promet de revenir très vite, après avoir fait fortune en Belgique. « Ah, Hector, nous allons commencer la quinzaine Sainte-Barbe. T'es avec nous ?» Ettore secoue la tête pour signifier à Walter qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Nous fêterons notre sainte patronne le 4 décembre. Les jours précédents, nous effectuons plus de coupes pour pouvoir fêter Sainte-Barbe avec un pécule supplémentaire. À l'entrée de la galerie, une statue de la sainte accueille les mineurs. Elle porte une couronne, une palme de martyr dans sa main droite et une épée dans l'autre. À ses pieds, une tour à 3 fenêtres pour rappeler la Trinité. Au IIIe siècle, la légende raconte qu'une très belle jeune fille refusa de se marier à l'homme que son père avait choisi. Pour la punir, il l'enferma dans une tour. Elle se convertit au christianisme, secrètement attirée par la foi. Son père, païen, mit le feu à la tour. La Vierge s'en sortit miraculeusement indemne. Ne voulant pas renier ses convictions, elle fut condamnée à la décapitation, exécutée par son père lui-même. Après le châtiment, il fut puni par le ciel et mourut frappé par la foudre. Ah, elle nous protège contre le feu, la foudre et les explosions, ainsi que les pompiers et les artificiers, raconte Walter. Barbe, ça vient de barbare, qui signifie étranger en latin. Quand les chrétiens ont voulu récupérer le corps de la jeune martyre, ils l'ont désignée comme la jeune barbare, étant donné l'origine phénicienne de son père alors qu'il vivait en Bithynie. Ettore est songeur. Il se confie à moi pendant la pause. Tu sais, ma femme s'appelle Barbara. Elle me manque. Elle a accouché d'un petit gars quelques mois après mon départ. Je pensais retourner très vite auprès de ma famille, mais je mourrais probablement de maladie avant d'avoir fait fortune. Les conditions dans lesquelles Ettore est logé ne sont pas idéales. Les baraquements en tôle ondulée, utilisés jusqu'après-guerre comme camps de prisonniers, devaient être des logements temporaires pour les mineurs étrangers. Mais cette situation s'éternise. Ettore dispose d'un 2 pièces sommairement aménagé d'une table,
de 2 chaises, d'une étagère bancale. Une croix en bois est suspendue au-dessus de la porte de la chambre. Le poêle à charbon, installé au milieu de la pièce à vivre, réchauffe tant bien que mal l'atmosphère. Pour s'approvisionner en eau au robinet extérieur, Ettore transporte sur une charrette une bassine qui sert à de multiples usages. Ces logements, à la limite de l'insalubrité, sont regroupés à l'arrière du site. De là, Ettore aime admirer le châssis à molette, véritable sentinelle dressée vers le ciel. Encouragé par l'employeur, qui espère ainsi une meilleure stabilité de sa main-d'œuvre étrangère, Ettore a introduit une demande de regroupement familial, abandonnant son rêve de retourner au pays et de retrouver le doux climat du Sud. « Bonjour Hector !» lance Walter à mon ami. « Courage, c'est le dernier jour de dur labeur. Ce soir, nous fêtons Sainte-Barbe et demain, nous pourrons nous reposer, » se réjouit-il. Le chef électricien remarque l'inquiétude d'Ettore. Autour de leur bouteau de café, Ettore s'épanche en confidence. « Ma femme, Barbara, et mon fils devraient arriver pour Noël. Le baraquement n'est pas bien aménagé pour accueillir un bébé. Barbara ne supportera pas le climat pluvieux de la Belgique. Elle ne parle pas français, ne connaît personne. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. » Walter le rassure. « Ah, être mineur, c'est entrer dans une grande famille. Nous allons t'aider, Hector. Désolé, je prononce mal ton prénom, Ettore. J'ai 3 enfants. Mon dernier a déjà 1 an. Ma femme préparera tout le matériel que nous n'utilisons plus pour ton bébé et nous te donnerons les vêtements trop petits. Ne t'inquiète pas. Noël sera l'occasion de faire un bon repas ensemble. Tu verras, mon épouse est une excellente cuisinière. » Ettore reprend le travail, réconforté. Nous retournons avec les chariots vides vers le fond. Soudain, un bruit sourd hérisse mes poils. Ettore et moi nous regardons. Je hennis, je me cabre. Mon conducteur comprend tout de suite. Il me détache des wagons. Je fais demi-tour et me dirige vers le puits. Ettore me suit, sachant que les animaux suivent leur instinct de survie pour s'éloigner du danger. Arrivé au croisement de galeries, un nouveau bruit d'éboulement fait trembler les parois de la mine. S'ensuit un cri terrible d'une voix que je reconnais immédiatement. Walter apparaît au loin et nous crie de le rejoindre. Je me fige. Ettore me parle doucement. « Que fais-tu, Apo ? Nous devons quitter cet endroit. » Il me caresse la crinière. « Je reste avec toi, quoi qu'il arrive. » Je tourne à droite, dans une galerie plus petite. Walter hurle et je l'entends courir derrière nous. Il y a beaucoup de poussière et il devient difficile de respirer. Ettore commence à tousser tout en serrant plus fort mon harnais. Je l'aperçois enfin, sa jambe coincée sous un rocher. « Oh mon Dieu ! Alphonse !» s'exclament Ettore et Walter essoufflés. Mes 2 compagnons d'infortune se précipitent pour pousser la pierre, mais Alphonse reste coincé. Il gémit. « Partez ! Sauvez-vous ! Je suis condamné !» Je me penche vers lui. Une larme coule sur sa joue. J'ouvre ma bouche et je vois un voile de terreur passer dans ses yeux. J'attrape sa chemise bleue à pleines dents et je tire de toutes mes forces. Il beugle tellement que j'en ai la chair de poule. Walter et Ettore maintiennent la pierre quelques secondes et je finis par le dégager. Ils le soulèvent et forment une chaise avec leurs mains pour le transporter. Je les entends souffler, mais ils me suivent. Alphonse pleure doucement. Arrivé devant la cage, nous entendons des cris provenant de la surface. Walter s'occupe de tout. Il connaît bien les codes pour parler au machiniste. La cage apparaît enfin. Nous voyons la lumière du jour avec un tel soulagement. Les gars se précipitent vers nous. Ils parlent tous en même temps. Nous entendons les mots éboulement, accident, chance et des noms d'autres mineurs.
Alphonse est pris en charge par le médecin. Walter lève la main pour demander le silence. Apostrophe nous a sauvé la vie. Il a extrait Alphonse de sous les décombres et nous a guidés jusqu'à la sortie. Des dizaines de mains me caressent. Vous avez eu de la chance. 2 médailles sont encore accrochées à la lampisterie, explique un chef porion. Le fond sera leur dernière demeure. Ettore m'adresse une tape amicale. Tu as été tellement courageux! Walter approuve. Tu vas profiter d'une retraite paisible dans la ferme voisine. Je demanderai à ce que tu ne descendes plus au fond. Tu as suffisamment travaillé. Je ne bouge pas. Je ne comprends pas. C'est ma vie. Les galeries, le bruit, la chaleur, la pénombre. Que vais-je devenir si je ne tire plus les wagonnets ? Le jour de la fête de Sainte-Barbe est un jour chômé et payé depuis quelques années. C'est également l'occasion de remettre des médailles du travail aux mineurs fidèles à l'entreprise. La médaille des mines récompense particulièrement un homme qui, par son courage, a sauvé ses camarades de travail. Les animaux ne sont pas décorés. Par contre, durant les discours, mon nom est évoqué pour souligner ma bravoure et ma pension anticipée que je n'ai pas souhaitée. Papy, dis-moi, comment pouvais-tu comprendre ce que ressentait ce cheval ? Rétorque une fillette, le regard mi-amusé, mi-intrigué, à un septuagénaire en pleine forme. Je ne sais pas. Mais je suis certain, par contre, qu'il comptait très bien les wagonnets, répond-il en attrapant la main de l'enfant de ses doigts noueux. Il s'appuie légèrement sur elle pour redescendre la pente raide du terril des Aulnias. Raconte-moi encore une histoire, papy. C'est quoi la salle des pendus ? Pourquoi aviez-vous des canaris ? Et comment vous protégez-vous du grisou ? Walter sourit. Sa petite fille est insatiable lorsqu'il s'agit d'évoquer le charbonnage.